Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 9 août 2022. Il nous reste donc 4 émissions, dont celle-ci avant la fin du mois d'août. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que pour ceux qui n'auraient pas vu mon message sur Twitter ou mon émission de la semaine dernière, je vais arrêter pendant un certain temps, entre le mois de septembre et la fin de l'année, arrêter mes activités, analyses, bourses, etc. puisque je vais faire le tour de la France, de la famille, des amis, des partenaires, avant de partir habiter dans l'hémisphère sud avec ma femme à La Réunion. Non, je ne pars pas à l'île Maurice me défiscaliser comme l'ont pensé certains. Non, je ne pars pas là-bas pour y faire des webinaires d'influenceurs depuis un bateau. Je pars là-bas tout simplement pour suivre mon épouse qui a une place qui l'attend en tant que chirurgien ophtalmo-pédiatrique dans cette belle île. Voilà, et vous en saurez plus sur mon programme des mois à venir, dans les semaines à venir. Vous pouvez bien évidemment suivre mon Twitter pour cela, même s'il va y avoir une pause à la rentrée. Et puis je voulais aussi vous faire une newsletter au mois d'août avec pas mal de ressources Zone Bourse. Vous êtes très nombreux à la connaître sur nicolaschéron.fr et à la recevoir. Je vais vous faire un point avec plein de ressources et tous les super analystes de Zone Bourse à lire. Voilà, pour ne pas vous laisser orphelin. Allez, on y va. Avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne sont pas des conseils en investissement. Vos rendez-vous sur Zone Bourse tous les matins, il faut lire Anthony Bondin. Tous les jours, vous avez la vidéo de Roxane Nojac et tous les mardis, on a notre émission ensemble, avec une vingtaine de graphiques dans le top flop macro et ensuite de l'analyse graphique des principaux actifs, Bitcoin, indices, or, puis d'une série d'actions. Aujourd'hui, c'est une émission expéditive, il n'y a pas grand chose à dire, les indices sont exactement là où ils étaient la semaine dernière. Je vais donc juste rajouter des informations. Est-ce que je vends des actions? Est-ce que j'allège mon portefeuille? Est-ce que je shorte le marché? Sur quel signal je veux shorter le marché? Tout vous a été donné sur Twitter. Vous lisez mes 50 derniers tweets, vous avez les zones que je surveille par indice, les seuils que j'attends en cassure pour rentrer short, le fait que j'ai allégé certaines de mes positions, remonté mes stocks de protection. Pour moi, on est dans l'œil du cyclone, on profite de l'été, ça rebondit de 15-20% et c'est une bonne occasion d'alléger son portefeuille puis de le couvrir, voire de shorter les marchés et de jouer l'éventuelle baisse à venir dans les mois à venir. Parce que dans les mois à venir, on va avoir une inflation élevée, on va avoir un marché du travail qui va se tendre un peu partout, on va avoir un immobilier qui flanche en Chine et aux États-Unis, ce qui était déjà le cas que je vous ai expliqué dans les dernières émissions, et on va aussi vers de ralentissement économique. Pourquoi est-ce que la macroéconomie est importante? Eh bien, à gauche, vous avez un graphique qui vous montre ce sur quoi les investisseurs focalisent. Ils focalisent à 10% sur la macro et à 90% sur les fondamentaux d'une entreprise. Pour ceux qui font du moyen long terme, ceux qui font du court terme font très souvent aussi de l'analyse technique. Et à droite, selon l'étude de Cornerstone, eh bien, ce qui bouge l'action, c'est 30% les fondamentaux et non pas 90% et 70% la macroéconomie. En effet, sommes-nous dans une période faste ou bien une récession, dans un début ou une fin de cycle, dans une crise, d'une récession, etc. Eh bien, tout cela influe énormément sur le prix d'une action et doit être pris en considération. C'est pour cette raison que je donne autant d'importance à la macroéconomie. À droite, vous avez un graphique des anticipations des analystes sur la croissance en Chine, où au début d'année, on pensait qu'elle ferait 7, puis 6, puis 5, puis 4, puis maintenant 3. Le FMI voit 3%, les analystes 4%. Alors que l'objectif était à 5,5 et qu'il va devenir compliqué à tenir après que l'on ait eu notamment les périodes de lockdown à Shanghai. À gauche, un petit dessin humoristique pour vous montrer qu'on va passer d'un souci à l'autre, de l'inflation à la récession. En effet, il y a des chances que l'inflation qui sera publiée demain ressorte autour des attentes. Alors j'utilise le mot autour des attentes parce que si elle est un tout petit peu supérieure aux attentes, les indices vont lâcher. Si elle est en dessous des attentes, les indices devraient apprécier. Simplement,
une fois qu'on sera passé sur ce problème de l'inflation, eh bien on passera au problème de la récession, du ralentissement économique. D'ailleurs, vous voyez à droite le nombre de fois que Economic Slowdown, donc ralentissement économique, a été repris dans les publications des entreprises. Et vous pouvez voir que les entreprises sont de plus en plus à se soucier des perspectives économiques. À gauche, un graphique qu'on a vu en long, large et en travers, c'est tout simplement la saisonnalité des indices pour montrer que le mois d'août et le mois de septembre ne sont pas jojo et le mois de septembre est le pire. Donc pour l'instant, pour moi, on est toujours dans l'œil du cyclone, on est au mois d'août, tout va bien, mais la rentrée de septembre devrait être costaud. À droite, ce sont globalement dans le monde les commandes et les prix du pétrole. On voit que moins il y a d'activité, moins il y a de commandes aux usines, moins il y a de dynamisme économique, moins il est justifié que le pétrole soit élevé. Et c'est ce qui explique que le pétrole ait chuté ces derniers temps de 120 $ à 90 $. À gauche, c'est le nombre d'utilisateurs de la plateforme Robinhood, où on voit bien qu'en 2020-2021, le nombre de personnes qui sont venues en bourse a grimpé, mais que depuis la moitié de l'année 2021, ce chiffre baisse graduellement. Alors il y a toujours plus d'investisseurs maintenant qu'il y a 2 ans, mais on voit bien qu'on en a perdu une bonne partie en cours de route, notamment ceux qui ont utilisé des effets de levier, qui ont fait des cryptos et qui ont perdu 90%. À droite, c'est le nombre de mentions de suppression du mot suppression d'emploi dans les publications des entreprises qui nous montrent bien qu'elles devraient réaliser des suppressions d'emplois et que si c'était le cas, ça viendrait peser là aussi sur la macroéconomie côté États-Unis. Parce qu'en fait, ils auraient baisse de l'immobilier, baisse des actions, hausse de l'inflation et hausse du taux de chômage. Donc un sacré cocktail négatif pour la suite. Les prix de l'immobilier ont perdu 7% à San Francisco entre mai et juin. Et l'immobilier aux États-Unis commence à tanguer. Et à droite, vous voyez l'indice des constructeurs immobiliers aux États-Unis qui plafonne, ce qui n'a rien d'étonnant. À gauche, ici, vous avez les PMI en Chine, avec une petite retombée des PMI récemment. Les services se maintiennent en expansion au-dessus de 50, mais sur le manufacturier, on est de nouveau dans de la contraction. À droite, ici, vous avez le Misery Index, en fait, qui mesure l'inflation, le chômage et les taux. On est actuellement en Angleterre et dans plein d'autres pays dans un environnement où il y a de l'inflation, ce qui vient rogner l'épargne des ménages. Et on est dans une situation où il y a des suppressions d'emplois, donc de plus en plus de gens qui vont avoir de moins en moins d'argent. Et en plus, on a des taux de plus en plus élevés, ce qui engendre des tensions sur l'immobilier. Donc le Misery Index, l'indice de la misère en gros, est en pleine explosion. À gauche, vous avez un graphique qui montre que les révisions des entreprises, des bénéfices des entreprises anticipent souvent des surprises économiques négatives. Et donc, on risque d'avoir des surprises économiques négatives dans les semaines et les mois qui viennent. Or, je viens de vous dire il y a 2 minutes qu'on allait passer d'une thématique où l'inflation est le premier problème à la récession qui deviendrait le premier problème. Or, si on a des risques récessifs et que les publications macroéconomiques tombent inférieures aux attentes, eh ben, ça peut engendrer un décalage sur les marchés. À droite, c'est le seul graphique macroéconomique que j'ai trouvé qui était positif, qui montre que lorsqu'on a une correction appuyée entre le point haut et le point bas pendant une année de mi-mandat aux États-Unis, eh bien la suite est généralement très positive. Or, en 2022, nous avons eu un gros drawdown pendant l'année, en pleine année de mi-mandat. Et statistiquement parlant, ça veut dire qu'on pourrait reprendre du terrain par la suite, ce qu'on a déjà commencé à faire. À gauche, vous avez une superposition de Nvidia dans les années 2000 avec Nvidia au cours actuel. Et on voit bien donc le top se faire, le début de la baisse, le rebond avec la rechute qu'il y avait eu à l'époque et qui pourrait également suivre cette fois-ci. À droite, vous avez le fait que le secteur minier
et matériaux de base puissent être en train de faire un creux de moyen long terme, c'est à surveiller. Pour moi, les métaux, en tous les cas, sont très intéressants à mettre en portefeuille. À gauche, un graphique intéressant qui montre qu'on a un nouveau changement de façon de faire. Pendant le Covid, tout le monde s'est mis à commander en ligne. Donc, les chiffres du e-commerce par rapport au total du commerce mondial ont explosé. Et bien, il se trouve que depuis, ça rebaisse. Ça veut dire que depuis qu'on n'est plus enfermé par le Covid, les gens ont moins fait d'achats en ligne. Et ça se voit sur une boîte comme Shopify qui a explosé pendant le Covid grâce à toutes les commandes en ligne et qui s'est fait exploser ensuite lorsque cette thématique est retombée. À droite, c'est le prix des parcelles et les volumes tradés sur le métaverse. Donc le prix des maisons dans le métaverse et les volumes traités sur le prix de ces maisons dans le métaverse. Et tout s'est effondré. Enfin, deux graphiques intéressants. Le nombre de new bull market, donc nouveau marché haussier sur Bloomberg, cette expression explose. Et à droite, vous avez un graphique qui montre qu'à chaque fois qu'on est dans un rebond technique super puissant et qu'on arrive en bout de course et qu'on casse une résistance, tout le monde s'enflamme et au final, c'est le début de la suite. Et on est exactement là dans cette configuration-là. Pour moi, nous sommes dans un rebond technique, un bear market rally, dans un marché baissier de moyen terme, tant qu'on est sous MM200. Et donc le rebond en cours est une opportunité pour ceux qui étaient surinvestis quand tout le monde était pessimiste il y a un mois et demi pour alléger, pour remonter les stops et sur signal baissier pour éventuellement couvrir les portefeuilles. On va passer à l'analyse graphique. Le 440. C'est le même schéma que je poste tous les matins sur Twitter et que je vous ai montré la semaine dernière dans cette émission. En bas, il y a du pessimisme, on achète. Dans la hausse, il y a du sceptimisme, on remonte les stops. Quand on arrive tout en haut, il y a de la complaisance, on prend des bénéfices et où on remonte ses stops. Et si on devait aller un cran plus haut, on arriverait à l'euphorie et ce serait alors un bon moment pour se couvrir. Quand tout le monde flippe et que tout le monde a peur et que tout le monde est baissier en bas, on achète. Quand tout le monde devient euphorique et que dit qu'il n'y a plus aucun souci, on vend. C'est l'année 2022, c'est l'année du range, c'est ma stratégie répétée maintes et maintes fois dans cette émission et sur Twitter. Concernant le pétrole, il est toujours baissier et sous pression puisque on va de plus en plus vers donc des risques récessifs. Mais je ne jouerai pas le pétrole à la baisse maintenant qu'il a perdu 30% et alors que des tensions géopolitiques peuvent exacerber à tout moment. Concernant les métaux, l'argent, on a fait une superbe réaction sur support. Les 18-19, une zone travaillée en 2017, 2019, début 2020. En fait, on n'a fait que revenir vers une zone de soutien majeur qui a montré sa pertinence. Sur l'or, c'est encore plus haussier. On est revenu tester les zones ici autour de 1700 $ qu'on avait testé en 2020 puis en 2021 à maintes reprises. On est dans un range. En haut, on peut prendre des gains. En bas, on accumule. C'est en tous les cas, moi, ma stratégie sur les métaux. L'accumulation sur zone clé, l'accumulation rationnelle, comme dirait notre cher Tradosaur. Concernant le Bitcoin sous-performe. Il est baissier à moyen terme, sous sa MM200. Il est tout juste haussier à court terme dans un canal haussier qu'on appelle aussi un drapeau haussier et techniquement parlant, les probabilités sont plus pour une sortie par le bas que par le haut. Si l'inflation tombe inférieure aux attentes et que les indices continuent de grimper, le Bitcoin peut peut-être aller faire un tour vers 25-26 000. S'il le fait, en fait, c'est comme si le CAC arrivait ici sur 6630 et sa MM200. C'est comme si le Dow Jones allait sur 33 500 sous MM200. Ce sont donc des zones de résistance, de short potentiel. Donc en gros, moi sur indice, sur Bitcoin, la stratégie est simple. Si on continue de monter, je laisse monter, je vends plus haut. Si on se met à chuter, on casse des supports, je short. En attendant, je ne fais rien. Et comme tous les jours, je le répète, tous les jours, je dis, la tendance est haussière, je ne short pas à court terme, je suis toujours acheteur sur action. Plus on monte, plus je remonte mes stops, plus je prends des gains.
Et je ne rentre pas de base 4, je ne me mets pas à shorter, je le fais soit sur un excès haussier, une euphorie totale, soit sur un signal baissier. Voilà. Voilà, voilou. Ensuite, on va regarder les actions. Je vous ai fait une sélection. Voici les actions qu'on va regarder ensemble. Il y a de tout. Alors, tout. Je regarde mes messages en même temps. Ok. Donc, les actions, le concept, c'est toujours de regarder ce qu'on peut trouver en France ou à l'étranger en actions haussières, d'éviter les actions baissières et de surveiller des actions qui sont neutres qui pourraient donner des signaux. OCI à Amsterdam, c'est une action haussière, magnifique. Qu'est-ce qui est magnifique? C'est qu'elle fait du trend following au-dessus des mêmes 200 et qu'à chaque fois qu'elle l'a testé ces derniers mois, elle a rebondi. On peut aussi voir ici qu'elle était dans un joli petit biseau descendant, qu'elle en est sortie par le haut, que c'était ultra puissant. Et donc, ici, quel serait le top du top? Eh bien, ce serait que les cours consolident, reviennent sur MM200 et qu'on puisse de nouveau profiter d'un test de MM200 comme elle l'a fait par le passé. Ensuite, on va aux États-Unis, Netgear sur le Nasdaq. C'est une personne qui m'a dit qu'est-ce que tu penses de cette config, et en fait cette config elle est super difficile parce qu'en fait on avait une dynamique baissière extrêmement puissante. On a un gap aussi historique, une tentative de passer au-dessus des mêmes 200, mais c'est jamais simple. Est-ce qu'on va s'arrêter pile sur les mêmes 200? Est-ce qu'on va revenir tester le bas du gap? Est-ce qu'au contraire on va carrément combler le gap avant de repartir? Les possibilités sont tellement nombreuses et la propreté d'un stop court n'est pas évidente. Tout cela fait que je préfère pas intervenir sur ce genre de configuration. Celsius au Nasdaq, là on est dans un truc ultra puissant, ultra fort. On en avait parlé, me semble-t-il, quand elle a cassé ici la zone horizontale qu'elle avait repris MM200. L'objectif était d'aller chercher les plus hauts annuels historiques, c'est ce qu'elle a fait. Elle a un gap sous les pieds qu'elle a peut-être envie de combler. Et là, il faut surveiller soit un retour sur les zones des supports, soit une cassure des plus hauts historiques. Mais au cours actuel, c'est pareil, c'est pas évident d'intervenir. Et vous allez le voir, c'est le cas de plein d'entreprises. Compagnie des Alpes, j'ai tracé un canal haussier à faible pente sur les 2 dernières années. On voit qu'il y a des phases de rebond technique qui peuvent être puissantes, mais qu'à chaque fois qu'on arrive en haut de ce canal aussi à faible pente, ça commence à patiner. Donc faites attention. La borne haute est actuellement à 19,7, on a fait 18,9. À quelques pourcents près, on n'est pas loin d'un objectif majeur. Alstom, elle est baissière, elle est sous MM200. Et donc, tant qu'elle ne cassera pas MM200, vous pouvez me parler de carnet de commandes rempli sur X années, de potentiel haussier, de tout ce que vous voulez. Elle restera baissière sous MM200. J'attendrai donc qu'elle latéralise un certain temps, qu'MM200 vienne au contact et 15 jours peut-être on la casse. Atos, je voulais simplement revenir sur un trade que j'ai fait au mois d'avril-mai et je vous en avais parlé. Et en fait, je comprends pas pourquoi il y a des personnes qui me disent es-tu toujours haussier sur Atos au cours actuel? Atos m'intéressait en fait dès la publication des résultats ici du 27 avril qui avait été payée. Ensuite, elle a été soutenue pendant 3 semaines et on pouvait donc mettre à profit en achetant tous les replis pour jouer la hausse. Et puis dès qu'elle a cassé, faut sortir. Quand on joue un rebond technique sur une valeur baissière de moyen terme, on essaye de définir la tendance de court terme, on la joue le plus longtemps, le plus haut possible, puis quand ça casse, on dégage. Pareil ici, pareil là, pareil ici. Soit vous faites du DCA à long terme,
soit vous faites du trend following à moyen terme, soit vous faites du trading à court terme. Le trading, vous pouvez le faire sur des valeurs baissières ou haussières. Si vous faites du trading, vous le faites avec des stops de protection et un super money management. Si vous n'êtes pas prêt à avoir ce genre de règles, de faire du trading à contre-tendance, avec du levier, avec des stops courts, avec un risque et un money management, c'est pas fait pour vous. Moi je le fais, ça fait 15 ans que je suis scotché devant la bourse tous les jours. Et que ce soit sur Navia, Atos ou Virgin Galactic, je vous ai toujours dit, quand vous faites des valeurs baissières spéculatives, vous avez un stop, une invalidation, un point de sortie. Voilà, qu'on ne vienne pas me dire dans 2 ans si Atos est à 3 euros. Ah, t'es toujours acheteur d'Atos à 25 euros? Bah, vous vous doutez bien que non. Je vous apprends des règles tous les jours, je les martèle et j'achèterai du Atos sans stop. Je l'aurais gardé alors qu'elle a perdu 60% en mode espoir. Bah non. Comment peut-on se poser cette question-là, à moins d'être en fait un troll et juste de vouloir tacler. Seb, c'est baissier, c'est très baissier, c'est pas très beau. Donc on définit des niveaux de clé, et puis tant qu'on ne repasse pas un niveau clé, on n'achète pas. Si à un moment donné elle se retourne, elle commence à casser des résistances avec des gros volumes, pourquoi pas s'y intéresser. En attendant, vous voyez bien qu'en ce moment le marché monte tout droit, qu'il y a des valeurs qui montent tous les jours. Seb, elle n'arrive même pas à rebondir, elle se fait plier en permanence. Donc mauvais élève, on regardera ça plus tard. Et si l'heure Luxottica, elle arrive comme beaucoup d'actions à proximité des mêmes 200, c'est pas forcément le moment de sortir, mais c'est en tous les cas le moment, je pense, de remonter les stops de protection drastiquement. Et si ce n'est pas de sortir, peut-être d'alléger un petit peu. Thermador Group, je crois que le graphique se passe d'explications. On était dans une tendance haussière avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. On a cassé MM200 une fois, on l'a cassé une deuxième fois. Ensuite, on s'est mis à faire des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. La dynamique est donc baissière, les cours sont sous MM200. Le dossier est donc n'est pas intéressant à court terme. BIC, là au contraire, on a des phases de rebond fortes. Après, c'est très erratique comme valeur. Vous voyez bien que dès qu'elle revient à 45-48 euros, elle est achetée par le marché. Là, on est à 58, on est un peu au plein milieu de nulle part. Il y a aussi un gap sous ses pieds. Donc, je considère que intervenir au cours actuel est pour moi, en tous les cas, avec mon style, mes stops et tout ça, inconcevable. Donc, si vous en avez, c'est bien. Vous pouvez remonter vos stops de protection. Peut-être sous la zone de gap ou sous le plus bas récent ou à moyen terme sous les 51 et sous la MM200. Mais pour intervenir là tout de suite maintenant, il n'y a pas de porte d'entrée. Grignard à Bruxelles. Alors j'ai accepté de parler de certaines actions, mais elles ne m'intéressent pas. C'est juste pour vous montrer qu'elles ne m'intéressent pas. On fait des plus hauts de plus en plus bas et elle vient de repasser MM200, mais on sent bien que ça... Pour moi, ça va faire un range pendant un certain temps. SRP, c'est baissier à moyen terme, c'est neutre à court terme. Ça monte pas si les indices montent. Je crains que si les indices rechutent, elles se fassent plier en deux. Voilà. Novo Nordisk. Il y avait une belle résistance horizontale ici. Quelqu'un m'en avait parlé sur Facebook ou Instagram. Je crois que je lui avais montré ce beau niveau là qui avait été testé à 1, 2, 3, 4, 5 reprises. C'est pas passé. Donc c'est parti remise. Et c'est pas très beau à court terme. Ensuite, Cbiz, on retourne sur le NICE, et là, valeur trend following, sublimissime, c'est ce genre de configuration que vous devez chercher. Hausse, conso, hausse, conso, hausse, conso, et ainsi de suite. Voilà, trend following, dossier haussier, décorrélé de la guerre en Russie ou d'autres choses, ça monte pratiquement tout le temps. Pharma Neutra en Italie, on était en méga trend following et là ça me fait un peu penser à Grignard. C'est comme si elle repassait au-dessus des MM200, mais vous voyez que ça fait plusieurs fois qu'elle tente de passer au-dessus des MM200 et que ça prend pas. Alors si elle réaccélère au-dessus de 70, 71, pourquoi pas viser les plus hauts.
Mais au moindre retour sous MM200, je pense que la possibilité qu'on fasse un range deviendrait de plus en plus importante plus le temps passerait. Elior, on en avait parlé en bas ici, puis je vous avais indiqué sur Twitter le lundi 1er août qu'on était sur un objectif majeur, qu'on pouvait prendre des gains. Jeudi dernier, alors qu'elle était posée sur MM200, ou vendredi dernier, je vous ai dit « Ah, Elior revient sur MM7, support de court terme ». Depuis, elle est repartie, elle a pris 6% aujourd'hui. Donc si vous aviez payé jeudi, vendredi ou lundi sur support ici à 3.10, vous me pouvez désormais mettre un stop à 0. Si la valeur part, valide une sorte de tasse avec anse ou de figure de retournement qu'elle veut aller chercher plus haut, MM200 ou des zones de gap, eh bien soit, très bien, vous pourrez remonter votre stop. Si la valeur rechute d'un coup, votre stop sera fait à votre entrée et vous ne pouvez pas perdre d'argent. C'est ça la règle numéro 1 sur les marchés de Warren Buffett. La règle numéro 1, ne pas perdre. Règle numéro 2, respecter la règle numéro 1. Poxel, c'est comme Ameba, c'est comme Abionics, c'est comme Eritech, c'est comme plein de biotech qui sont baissières, qui ont perdu 30, 40, 50, 70, 90, 95% depuis un an. Ça ne m'intéresse pas. Ce sont des valeurs toutes petites, illiquides. Oui, certaines peuvent reprendre 10, 20, 30, 40, 50%, que sais-je. Je m'en tamponne. Je ne traite pas les biotech. J'ai vu en 20 ans de bourse 90% des biotech françaises ouvrir un jour, un matin, à moins 50%. Quand vous avez vu, comme moi, ce type de gap baissier ultra violent découper tous les investisseurs, quand vous avez vu, comme moi, des gens en croire dur comme fer dans une technologie et voir la biotech ouvrir à moins 70%, vous savez que vous ne voulez plus vivre cela ni en tant qu'analyste ni en tant qu'investisseur. Donc moi, c'est une règle de risk management. Quel que soit le gain potentiel sur un dossier, je ne traite pas les biotech. Je n'aurai jamais de biotech, si ce n'est peut-être une medtech, pourquoi pas, mais une biotech qui travaille sur un seul système, une seule molécule en attente de phase 3, ça, c'est terminé. Plus jamais pour moi. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne la règle de risk money management qui fait que je n'aurai pas de biotech en portefeuille. Si vous voulez vous y frotter, je vous souhaite le meilleur. Total, SAM, MM200 toujours solide, on est toujours en train de dossier, malgré la baisse récente du pétrole, c'est solide, ça tient, donc l'investisseur de moyen terme peut continuer de se laisser bercer pour le moment. Sur d'autres dossiers comme les parapétrolières comme CGG ou Morel et Prom, c'est moins punchy. On a des zones hautes qui se font, donc si on intervient sur des supports clés. Et on n'oublie pas de prendre des bénéfices par moment. Même chose sur Valorec. Valorec est un mauvais dossier. Quand Valorec s'est envolé de 11 à 14 euros, j'ai continué de dire c'est un mauvais dossier, c'est un mauvais dossier, c'est un mauvais dossier. On m'avait dit mais non, c'est le point bas de retournement, ça va à 50, tu vas voir. Résultat, elle est revenue au niveau des cours du mois de mars. Voilà, elle a tout retracé. Donc ce genre de dossier, encore une fois, ne m'intéresse pas. Claranova, c'est la même chose, c'est baissier à moyen terme, c'est sous MM200, c'est pas parce qu'elle a rebondi de 5% hier qu'elle va repartir à la hausse. Elle était dans un biseau haussier, dans une dynamique baissière, la probabilité qu'elle reparte à la baisse sous sa MM200 est bien plus importante que celle d'un retournement de moyen terme, donc soyez prudents sur ce genre de titre. Ubisoft, elle a réussi à casser MM200. Maintenant, il faut qu'elle arrive à s'y installer. Option 1, elle réagit sur MM200. Option 2, elle revient sur le bas de son range. Ce que vous pouvez noter, c'est que le bas du range a été réactif à de très nombreuses reprises. Donc, pour ceux qui voudraient jouer des spéculations de prise de participation sur Ubisoft qui commencent à se concrétiser, vous avez des zones d'intervention. La zone des 40-41 étant la plus safe. Nvidia, notre chère Nancy Pelosi, membre du Congrès aux États-Unis, est trop forte. Elle avait joué la hausse, elle est sortie avant la baisse. Elle est vraiment trop forte, Nancy. Ou bien autre solution à l'aide des informations privilégiées, mais bon, je ne me permettrai pas. Nvidia, c'est moche. Et je vous l'ai montré dans la première partie de l'émission. Nvidia ressemble à ce qu'elle a fait dans les années 2000. Et c'est très moche. Et la suite était aussi très moche. Donc, tant qu'on sera sous les 200, 205 $, il n'y a rien à croquer là-dessus.
c'est baissier et ça peut encore aller beaucoup plus bas à mon sens. Regardons le graphique sur quelques années. Nvidia qui reviendrait à 100 $, ce serait toujours un cours supérieur à ses cours d'octobre 2018 ou de l'avant Covid. Nvidia à 100 $, donc 40% plus bas que les cours actuels, ce n'est que revenir sur les cours d'avant Covid. Il n'y a rien de dramatique. Mais par contre, ça fait encore une belle baigne. Et enfin, une pépite française insoupçonnée, Renault. Renault donc qui est baissière à long terme, rappelons-le, qui a tenté de s'installer au-dessus des MM200 et de pas de combler le gap qu'elle avait sous les pieds, etc. Moi je pense que Renault fait à moyen terme des plus hauts de plus en plus bas. Je pense que Renault fait face à une énorme zone de gap à 30,7-32 € qu'elle ne passera pas, et je pense que la hausse de Renault en cours est une porte de sortie pour les investisseurs bloqués qui avaient fait l'erreur en quelque sorte d'en acheter en 2021 autour de 30-32 €. Une porte s'ouvre à vous, celle de sortir de Renault et d'aller sur des valeurs haussières à moyen terme en trend following qui donnent des signaux. Bref, qui font des choses intéressantes plutôt qu'une valeur baissière de long terme qui de temps en temps reprend 30%. Voilà, c'était une émission expéditive, 30 minutes, mais c'est aussi parce que certains m'ont dit que ça permettait d'avoir une écoute attentive pendant moins de temps. Le CAC n'a pas bougé, donc je ne vais pas vous refaire 150 ans le pourquoi du comment je short et à quel niveau. Je vous l'ai expliqué sur Twitter, j'ai expliqué tout aussi dans l'émission de la semaine dernière, je l'ai réexpliqué dans celle-ci. Vous connaissez les corrélations, voilà, entre les indices, les actions, les cryptos, tout ça va de pair. On est, à mon sens, dans l'œil du cyclone, dans un rebond technique pendant l'été, et il suffirait qu'on gagne encore quelques pourcents, ou bien que l'on casse des supports qui sont sous nos pieds pour que je passe rapidement short sur les marchés couverts en tous les cas. Comme je l'ai expliqué sur Twitter, j'ai des actions à très long terme. J'y ai pas touché cette année. Et j'invite les débutants en bourse et certains investisseurs qui veulent faire du moyen terme en détente à faire du dollar cost average, à acheter tous les mois, à s'en fiche de savoir si ça va monter ou baisser, etc. Mais si vous faites du moyen terme ou si vous faites du trading, si vous faites des choses un peu plus sportives, eh bien moi mon scénario c'est une année erratique. En bas on achète, en haut on vend. Et là, est-on plus haut ou plus bas, c'est à vous de me le dire. Est-on plutôt proche de la borne basse ou de la borne haute? Est-on plutôt dans une zone d'achat ou dans une zone de prise de bénéfice? Moi, j'ai écrit ce que j'en pensais. Après, à vous de vous faire votre avis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous retrouve sur les différents réseaux sociaux dès demain. Au revoir à tous.